Bonjour à tous, bienvenue sur Xamcast, le podcast qui parle de Neuchâtel Xamax, fait par des fans pour des fans. Petit comité ce soir, puisque c'est un duo en fait. Je suis en tête-à-tête avec Varam. Salut Varam. Salut Mirko, salut tout le monde. 15e épisode de la saison 3. Ce soir, ce sera un petit épisode puisque au sommaire, on aura donc le débriefing de ce match du dimanche 2 novembre contre le FC Ville. Et puis, on briefera notre prochain match qui aura lieu la semaine prochaine du côté de la Maladière. Voilà, Varam, j'espère que tu es chaud. On se met tout de suite à table. Donc, c'était la 12e journée de Challenge League qui s'étalait ce week-end entre le vendredi 31 octobre et le dimanche 2 novembre. Et c'était précisément aujourd'hui, le dimanche 2 novembre, que ça nous concernait nous directement, avec un déplacement du côté de la Lidl Arena de Ville. Alors, on l'a dit la semaine dernière, alors tu n'étais pas là, Varam, hein, mais on l'a dit avec Thomas et Osvaldo, que ce match à Ville allait certainement être une étape très importante de notre saison. Alors bon, on avait vaincu le signe indien en battant les Saint-Gallois à domicile lors du match aller. Mais voilà, tous les signes, on va dire, les signaux étaient ouverts pour ce match contre Ville. Neuchâtel Xamax qui réalisait un bon début de saison, les Saint-Gallois qui réalisaient un début de saison assez catastrophique avec une seule victoire à domicile. Donc voilà, tous les signaux étaient ouverts, mais malheureusement, ce match s'est achevé par une défaite, donc une victoire du FC Ville, 2 buts à 1. On va débriefer ça en entier, Varam. Alors, vu la proximité entre la fin du match et l'enregistrement de cet épisode, on n'a pas eu beaucoup de réactions d'autres auditeurs. On n'a que Sway qui était quand même voilà, au taquet et qui nous dit gâchis, tellement d'occasions ratées. Alors, moi, Varam, j'ai pas vu le match, hein, du coup, j'avais un dîner de famille, mais mon petit doigt me dit que, bah, je sais pas, j'étais presque mieux, à mon dîner de famille que derrière ma télé comme toi ou alors au stade pour les plus courageux. C'est un match à oublier. Ouais, bah clairement, c'est une énorme frustration. Je te cache pas que je suis encore énervé de ce match. C'est vraiment un match qui m'a mis un gros seum, comme on dit. C'est clairement, c'était une énorme occasion qu'on a gâchée. Notamment aussi vu la défaite d'Yverdon, une victoire nous aurait clairement rapproché de cette deuxième place. On a fait une très bonne première mi-temps où malheureusement on a eu je dirais, le tort de ne pas marquer, et pourtant on a eu énormément d'occasions et vraiment des grosses occasions. Et puis mystérieusement, en deuxième mi-temps, on a commencé à reculer. On a plus du tout eu la maîtrise du ballon. Et ça, c'est une grave erreur. On est revenu en deuxième mi-temps passif, mou. On a commencé à perdre tous les duels et toutes les secondes balles. Et contre une équipe comme Ville, qui est vraiment d'une faiblesse technique assez incroyable, qui a surtout procédé par de longues balles. Et malheureusement, dans ce secteur de jeu où on devait être très bon, on a malheureusement complètement perdu pied. Et puis on s'est fait piéger comme une équipe de scouts en défense. Et puis une fois qu'ils ont mis le premier, ben, c'était sûr que c'était compliqué. Ils ont enchaîné avec le deuxième, et puis on a vraiment raté une énorme occasion. Mais là, on peut vraiment s'en mordre les doigts. Et ce qui reste à quelques heures de ce match, bah, c'est une énorme frustration. Et, euh, et, et voilà, on peut. J'aimerais dire Il en plus, perd mais les j'ai mots, pas hein, il en envie perd que les mots, le ma pauvre Varam. voilà, j'ai pas envie que mes mots dépassent ma pensée. Enfin voilà, c'est vraiment c'est tellement frustrant. Et franchement, si j'avais pu lancer ma télécommande, je l'aurais fait. Non, c'était vraiment, ouais. J'ai vraiment les nerfs après ce match parce qu'on avait tout pour bien faire et on s'est fait harakiri. Il y a pas d'autre mot, quoi. Oui. Alors, au coup d'envoi, Anthony Breza avait retenu le même 11 de départ. Un 11 de départ qui avait, livré, une bonne cuvée, hein, contre Rapperswil, surtout en première mi-temps.
Mais du coup, voilà, la deuxième mi-temps avait été un peu moins active, on va dire, de la part des 2 équipes d'ailleurs. Donc voilà, pas de raison de changer. Finalement, il y avait que, Caraco qui était pas à disposition car suspendu. Et puis, on va dire après, 3 à 4 minutes où Ville a essayé de nous presser assez haut et de nous gêner, eh bien, Xamax a pris le match en main et puis on note quand même, c'est un peu toi qui vas mener tout ça, Varam, mais on note quand même beaucoup, beaucoup d'occasions, en première mi-temps. On va pas toutes les débriefer, mais il y a eu plusieurs occasions qui auraient dû finir au fond, dans un bon jour. Non, bah, clairement, d'autant plus que si j'aimerais bien voir les expected goals, mais je pense clairement que dans ces premières 45, minutes, on a shooté et on a surtout eu, des énormes, occasions, il y a eu des 1 contre 1, il y a eu un but à moitié vide, on a quand même été dans des positions plus que favorables et c'était des vraies, occasions, hein. C'est pas qu'on en a Mmh. eu, 3 demi. Je pense qu'on en a eu facilement, 4-5 voire 6 énormes, quoi, et de pas avoir remarqué là, ça a vraiment été notre tard et c'est ce qui et beh, ça nous a vraiment pesé dessus comme un boulet sur le match parce que si à la mi-temps, on va, sur 1-2 voire un 3-0, le match est clairement plié. Je vois pas du tout Ville revenir et dans la logique, je pense qu'à la mi-temps, un 2 voire un 3-0, aurait été le score, le plus logique. Oui, parce que le sentiment quand même qui prédominait, c'était que, bah, la mire n'était pas réglée tout simplement. On n'a pas eu affaire non plus à un gardien en face qui était en état de grâce et qui a tout sorti. Enfin, il y a la plupart des tirs n'ont pas été cadrés et quand ça a été cadré, c'était un petit peu trop, ouais, ça manquait un peu de conviction pour, voilà, pour, échapper à la vigilance de Mouslia. Donc, comme tu le dis, Varane, hein, une équipe qui règle la mire, elle part à la mi-temps avec 3 buts d'avance et on n'en parle plus. Et puis, voilà, tout ceci s'est fait sous l'influence d'un homme omniprésent sur son côté droite dont tu as beaucoup aimé la première mi-temps, Varane. Oui, bah, Streit, hein, il a vraiment fait 45 premières de minutes où je pense qu'il marchait sur l'eau. Vraiment, il a été étincelant. Ça a été le détonateur de toutes les actions. Moi, ce qui me surprend beaucoup chez lui, là où il a beaucoup progressé, c'est surtout techniquement. Parce que c'est vrai que Streit, au début, moi, je le voyais plus comme un super sub, on va dire un joueur percutant et rapide, plus, un joueur qui rentre dans les 25 voire 20 dernières, minutes pour amener, justement cette percussion. Mais depuis 2-3 matchs, je trouve que techniquement, il est monté en gamme et puis ça a été notre, leader offensif. Il a été dans tous les bons coups. Techniquement, il a fait 2-3 gestes de grande, grande classe et puis surtout, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la personnalité. Même si c'est un jeune joueur, que c'est sa première saison en professionnel, il a vraiment été, le leader. Il s'est pas caché, il voulait la balle. Quand il avait la balle, il percutait, il cassait, des lignes et franchement, il a fait une première demi-temps, étincelante et c'est ce que j'attendrais, par exemple, d'un Ben Seguir, c'est ce genre de prestation-là. Mais Streit, ouais, ouais, non, non, il a été, je pense que c'est clairement, le meilleur homme du match chez nous, même si en deuxième e mi-temps, il a un peu, baissé le rythme comme, le reste de l'équipe. Mais vraiment, il a fait 45 premières de minutes de très, très haut, de niveau. Donc ouais, ça a été un gros, 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 gros match, quoi, Ouais, il a été, comme tu le de dis, sa part. dans tous les bons coups, il a été, à l'origine et ou à la conclusion de pratiquement toutes les occasions que Xamax se sont, procurées, en première mi-temps. Alors on aime, hein, les joueurs comme ça, rapides, physiques, parce que voilà, c'est un bon gabarit, hein, quand même, Noah Streit. Il a des longues jambes, c'est impressionnant, hein, quand on le voit aussi au stade, à quel point il a des longues jambes, il a une bonne pointe de vitesse, mais il tient sur ses appuis, hein, aussi quand le défenseur vient un petit peu le taquiner. Donc ouais, on se réjouit de son évolution déjà rapide et celle qu'il va encore faire durant le reste de la saison. Mais voilà, c'est un joueur qui voilà, s'il continue sa courbe de progression, il est promis peut à de belles choses, hein. En tout cas, c'est des qualités qui peuvent l'amener, à minima en Super League, Varam.
Oui, oui, non, non, alors, si, il devait continuer sur cette courbe-là, c'est absolument, d'évident que c'est un joueur qui aurait sa place, plus haut. Maintenant, bah, comme il est jeune et c'est sa première saison en pro, il faut qu'il arrive à faire ce genre de prestations sur un match, voire sur plusieurs matchs. Mais, là, on a clairement vu aujourd'hui et depuis, 2-3 matchs quand même que, ça commence à devenir un joueur, hyper intéressant et puis, justement, cette évolution, on va dire technique et aussi, on sent il gagne aussi en confiance et ça pour un jeune joueur, c'est vraiment super important. Mais si il arrivait à faire ce genre de prestations sur, tout un match, voire sur des matchs, c'est absolument évident que c'est un joueur qui a le potentiel pour jouer plus haut, clairement. Bah, c'est ça, on voit, hein, on entrevoit ses qualités qu'il va encore continuer de développer. Il est jeune, tu l'as dit, hein, 20 ans, mais il va encore aussi, ouais, devoir acquérir de la constance. C'est ça finalement, hein, qu'on perce au plus haut niveau. C'est en même temps les compétences brutes, mais aussi la capacité à reproduire ça tout au long d'un match et sur plusieurs, matchs. Donc voilà, bah, c'est tout le mal qu'on lui souhaite à Noah Streit. Donc voilà, 0-0 à la mi-temps. Évidemment, Ville s'en sort très bien, même s'ils ont eu une occasion, hein, surtout une tête, dans la dernière partie de la première mi-temps, mais avec un arrêt pas trop compliqué pour, Edin Omeragic. Xamax, c'était bien entendu l'équipe dominante en termes de statistiques, mais aussi en termes de domination territoriale, hein. Les Neuchâtelois ont mis le pied sur le ballon. Alors Varam, tu arrives à la mi-temps à 0-0 d'un match comme ça. Si tu es le coach de Xamax, à la mi-temps, qu'est-ce que tu leur dis dans le vestiaire? Ben, je pense que de continuer comme ça, parce que je pense qu'on était sur, le bon chemin, malgré le fait que la conclusion, il était, bancale et imprécise. Mais voilà, moi je pense que clairement c'était de continuer, clairement sur ce trend-là, parce que finalement à part le but, on avait fait plus ou moins tout juste. Donc c'était vraiment de continuer, de continuer à jouer haut, de mettre, le pied sur la balle et puis on voyait très bien que nos atouts, d'offensifs, les size, Streit, Bemasai, Ben Seguir combinaient, rapidement et bien, l'arrière-garde, galloise était très, très vite, dans les choux. Donc voilà, donc on aurait dû vraiment, continuer, dans cet état d'esprit-là et malheureusement et ça a été, je pense, un tournant dans le match, c'est qu'on est revenu en deuxième mi-temps, malheureusement beaucoup trop passif. On a reculé, on est rentré dans un espèce de faux rythme et malheureusement, dans la gestion des rythmes du match, c'est là qu'il faut qu'on progresse parce que très souvent, on fait une bonne première et puis en deuxième, on revient et puis on a perdu le rythme et puis on rentre dans un faux rythme et là aujourd'hui Ville a clairement profité de ce faux rythme. Et puis on est devenu passif et puis aussi contre une équipe comme Ville qui procède énormément par des longs ballons. Il faut être très bon dans les duels et sur les secondes balles et malheureusement en deuxième demi-temps on a été beaucoup trop passif et ça contre une équipe comme Ville tu le payes. Ouais et en fait, c'est ça, hein, on aurait aussi pu, s'attendre à ce que, le voilà, l'entraîneur saint-gallois dise à ses gars à la mi-temps: «Bon, ben, 0-0, on est un peu chanceux, là, on a de la chance que Xamax, a pas bien réglé la mire» et puis, mais par contre, si vous voulez éviter de souffrir en deuxième mi-temps, ben, commencez un peu à jouer, à essayer de faire des choses et tout. Mais les Saint-Gallois n'ont pas changé leur plan de jeu et du coup, il y avait pas de raison que Xamax change le sien. Continuer à jouer, continuer à étirer la défense au maximum, à voilà, les faire courir après le ballon. On sait, Varam, que quand, tu pas le ballon, que tu dois courir après, ben, les minutes passent plus long et puis la fatigue vient aussi plus facilement. Varam, on a un peu la conviction dans ce genre de match, si Xamax avait marqué le premier but, probablement qu'on repartait avec les 3 points aujourd'hui. Oui, alors, après il peut se passer beaucoup de choses, dans le foot, mais c'est clair que, vu les caractéristiques de Ville, qui est quand même une équipe qui a de la peine à produire, du jeu, je pense effectivement que si on avait marqué en premier, ils auraient dû se découvrir un petit peu et derrière, c'est vraiment pas des foudres de guerre. Ils auraient laissé, des espaces.
et devant, on a clairement une qualité technique supérieure par rapport à eux. Et je pense que ça aurait ouvert deux, trois espaces et on aurait pu en profiter. Mais malheureusement, ben, c'est pas du tout ce qu'on a fait. Et puis le fait que le résultat soit resté longtemps sur ce score lunette a clairement joué en faveur de Ville. Parce que voilà, je pense que Ville jouait pour le match nul, mais plus si d'affinité. Mmh. Donc voilà, donc je pense que si Ville était reparti avec un point, ils n'auraient pas du tout craché dessus. Et puis voilà, ils ont joué un peu cette espèce de jeu d'attente avec des longues balles. Et puis voilà, je pense que notre gros défaut aura été de ne pas avoir ouvert le score parce que clairement, dans ce genre de match et contre ce genre d'équipe-là, si vous marquez en premier, généralement, ça sent plutôt bon. Ouais. Un tournant du match, bah, c'est un tournant un peu malheureux. On n'aime pas ce genre de tournant-là, hein, Varam. C'est malheureusement la blessure de Yoann Epito. C'est une séquence en fait qui s'étale entre la 54e et la 58e moment où il sort. C'est une blessure, complètement fortuite sur un corner et puis là, ben, on n'est pas médecin à Varam, mais on pense que le protocole commotion a été appliqué à Yoann Epito. Oui, alors effectivement, donc c'est vrai que sur le coup, moi, j'avais pas très bien compris ce qui s'était passé. Et puis on a revu les images, et puis effectivement, ça semble être un choc à la tête. Donc voilà, avec ce genre de choses, il faut pas plaisanter parce que la tête, bah, ça peut être assez vicieux. On peut se faire de sales blessures, donc il faut faire attention. Mais clairement, la sortie de Johan aura été un tournant négatif, malheureusement pour nous parce que c'est un joueur qui est énormément critiqué, mais aujourd'hui, je pense que ses détracteurs ont eu une belle réponse. C'est que Johan est sorti et puis notre défense est devenue complètement friable. Parce que Johan, comme on l'a dit souvent, c'est peut-être pas le joueur le plus technique et le plus beau au fait à voir, mais c'est un vrai leader derrière. C'est l'un des rares défenseurs que nous avons qui est un défenseur qui a cette exubérance physique, ce qui veut dire qu'il gagne énormément de duels aériens, il gagne énormément de duels. Quand il faut mettre des boîtes, il met des boîtes. Ce qui fait que c'est le défenseur qui part au fait au charbon et qui est au fait indispensable dans une équipe. Et puis, quand il est sorti, il y a qu'à voir le premier but et moi je suis sûr quasiment à 100 que si Johan était là, et qu'il était sain, je pense qu'on prenait pas ce but parce que ça, c'est typiquement un but qu'on prend quand il vous manque justement un défenseur, ce fameux chien de la casse. Parce qu'on perd deux duels coup sur coup. Donc il y a le premier duel, c'est au fait un duel de la tête. Et puis le deuxième duel, c'est au fait une seconde balle. Et là, typiquement, Johan, c'est clairement le genre de défenseur qui gagne ces duels-là et qui vous évite de tomber dans des actions faites bourbier. Et Johan, contre ce genre d'équipe-là, qui joue très physique avec des longues balles, c'est typiquement le profil de défenseur qui est en fait indispensable. Et sorti lui, eh bien, on a perdu tous nos duels et toutes nos secondes balles. Et ce paramètre-là, contre une équipe comme Ville qui use et abuse de ces longues balles, eh bien, c'est simplement un profil qui est en fait indispensable. Et en fait, on l'a vu. Et puis derrière, on est devenu friable contre une équipe qui n'est, enfin, c'est vraiment pas des foudres de guerre, mais perdu notre guerrier derrière. Et bien, on a perdu toutes nos certitudes. Et puis, on a pris deux buts. Mmh. Presque coup sur coup sur des actions plus ou moins similaires, même si la deuxième est quand même beaucoup plus travaillée du côté de Ville, ça part quand même d'un de ces longs ballons-là, quoi. Ouais. Balancés en avant, quoi. On ne le dit pas assez souvent, hein, Varam. On a beaucoup parlé l'année passée du pied gauche de Yoann Epito, qui a coûté un ou 2 buts par-ci par-là. Mais, Yoann sur les duels, de la tête et Ville avait ce profil, hein, puisque leur attaquant c'était un certain, Simone Rapp, donc c'est clair qu'ils allaient jouer avec sa taille et son jeu de tête. Mais dans les longues balles comme ça de la tête, Yoann, même quand il rend quelques centimètres à son adversaire direct, il est dans son jardin. C'est un excellent joueur de tête, Yoann. On oublie souvent de le dire, mais
voilà, on parle de ses compétences de guerrier, son attitude générale, le fait qu'il s'arrange, qu'il est plein d'énergie, mais c'est un excellent joueur de tête. Déjà ça, Oui, hein. d'absolument, il est bon de la tête et puis on le dit pas souvent, mais dans les duels, il est Mmh. excellent parce que tu as Il est utilisé un mot intransigeant, juste, il est c'est-à-dire intransigeant. exactement et puis il a cette énergie. Le problème que certains défenseurs enfin, je vais le prendre comme, exemple, ouais, Aïrou Laou, il est beaucoup trop passif, il perd trop de duels et quand il est rentré, ça a été une catastrophe et quand vous avez un défenseur comme Yohan, vous voyez tout de suite la différence. Ça se remarque et pour avoir joué au foot, quand vous avez un mec comme ça dans votre équipe et dans votre défense, vous êtes beaucoup plus tranquille, ça tranquillise tout le monde. Et puis, voilà, donc au fait, ben, c'est vrai que c'est un joueur qui est beaucoup critiqué, mais il a des qualités qui sont hyper importantes pour une équipe et là, on l'a vu, sorti lui, c'était fini. Mmh. On l'a critiqué, mais comme l'ensemble de la défense l'année dernière, hein, où les prestations collectives défensives étaient vraiment insuffisantes. On a fini avec une moyenne de plus de 2 buts par match sur la saison, c'est énorme. Donc voilà et puis, ben, voilà, il y a cette sortie des Pitos qui est un 1er tournant. Il y a un deuxième tournant dans la foulée avec une énorme occasion pour Ben Seguir. Alors là, c'est un des moments où, tu as voulu lancer ta télécommande contre la télévision, vraiment. Ouais, bah, clairement, Salim aujourd'hui, je l'ai vraiment trouvé, en retrait. J'ai pris l'exemple de Streit. Moi, Salim, je l'attends à ce niveau-là, parce que quand on sait ce qu'il a sous le pied, maintenant il faut qu'il s'impose beaucoup plus. Il a fait énormément de mauvais choix. Je trouve qu'il s'est caché par rapport à Streit qui demandait systématiquement la balle. Je trouve qu'il s'est caché. Et puis là, Salim, ben, malheureusement, c'est un de ses défauts, c'est qu'il fait beaucoup de mauvais choix. Et puis là, ben, c'est une énorme occasion parce que c'est vrai que depuis la 45e, le match était tombé dans un sommeil assez profond. Et puis à la 60e, donc c'est Demassay qui fait une très belle talonnade et puis qui décale Ben Seguir sur la gauche. Et puis là, à mon avis, il doit absolument centrer ou du moins regarder au centre. Et là, il essaye de frapper dans un angle impossible, la balle qui va toucher finalement le filet extérieur, mais là, il doit absolument centrer, quoi. Il peut pas marquer dans un angle autant fermé. Enfin, il doit centrer. Et malheureusement, c'est encore la preuve que malheureusement, Salim, c'est un joueur talentueux, mais qui rate énormément de choix, qui rate énormément de. Il rate ce que j'appelle les temps de jeu. Ça veut dire qu'il est souvent dans. Il est pas dans le bon timing de la course. Et là, il doit absolument centrer, quoi. Mmh. Alors c'est vrai que ça se passe vite. Il a pas il Les défenseurs de ville couvrent assez bien, l'espace, mais il fallait faire la bonne passe au bon moment, mais on est tout à fait lucide sur le fait qu'il est capable de faire la bonne passe au bon moment. Mais il y a juste la prise de décision à ce moment-là, de dire: «Bon, bah, il y a mon coéquipier qui est mal placé et qui est mieux placé, pardon, et moi je suis pas très bien placé, l'angle est fermé, le gardien couvre bien, il y a un défenseur, je suis pas gaucher». Donc il pouvait pas se mettre sur son pied droit pour l'enrouler, donc je tente la passe à mon collègue. Ça aurait pu être intercepté. Fabio aurait pu, ne pas cadrer la frappe. Bah, avec des si et des mais, on met Paris en bouteille. Mais effectivement, c'est une action qui met en lumière les choix de Salim Benseghir, et on le dit depuis quelques matchs, depuis presque la fois où on a fait un peu un focus sur lui. On sait qu'il est capable de beaucoup mieux. Il nous l'a montré aussi en début de saison. Et voilà, c'est un joueur qui a tout à fait les capacités pour faire basculer dans votre sens un match un peu fermé, ou un match, et voilà, où les choses n'ont pas forcément tourné dans notre sens en termes de conclusion. Et voilà, on est exigeant avec lui parce qu'on sait il est tout à fait capable de produire ce genre de prestations-là. Mais là, on entre vraiment dans la sphère du mental, hein. Le problème, il est pas technique ou je sais pas quoi. C'est vraiment, voilà, la capacité à prendre la bonne décision au bon moment. On peut avoir toutes les compétences techniques qu'on veut. On peut avoir, le pied gauche de Messi et le droite de Ronaldo. Si on prend pas les bonnes décisions au bon moment, eh bien, ça n'aboutira à rien. Et là, en l'occurrence, malheureusement pour lui,
Mais voilà, on va pas lui jeter la pierre non plus, hein. Cette deuxième mi-temps, elle a été collectivement insuffisante. Donc voilà, alors on va dire dans le premier quart d'heure, bah, c'était ce faux rythme et puis, c'était plutôt le manque d'allant offensif de Xamax qu'on voyait et puis sur cette action de la 65e, eh bien, on a vu, les carences de cette, défense remodelée, hein, avec entre la sortie de Yohan Epito et l'entrée de Lavdrim Aïrou. Alors, Varam, moi, quand j'ai regardé cette séquence, puisque les highlights ne sont pas encore disponibles au moment, donc j'ai dû me refaire le match séquence après séquence. Sur Blue, tu peux avancer la séquence de 30 secondes en 30 secondes et en fait, 30 secondes avant le but de Ville, ou avant le moment où les joueurs de Ville exultent, eh bien, le ballon sort et c'est une relance de Mouslia. Donc ça montre à quel point c'est allé vite. Enfin, un long ballon, une déviation de la tête, une frappe, il en fallait pas plus pour tromper la défense de Xamax sur cette action. C'est vraiment une action horrible. Il y a rien qui est bien fait par la défense sur cette action, on va être clair. Non, c'est clair, quoi. Je pense qu'effectivement, la sortie de Johan, ça a été un peu un choc. Je pense qu'ils ont pas eu forcément le temps de s'organiser correctement. Et puis la longue, voilà, il la met dans la boîte. Aïroulaou qui perd le premier duel. Il y a une seconde balle, donc la balle part en profondeur. Et puis là, Bergsma, il est vraiment pas du tout assez agressif. Parce que là, j'ai l'impression qu'au lieu d'aller sur la balle et le joueur, j'ai l'impression que, je sais pas, il se retire un peu. Enfin, je sais pas, il fait un mouvement que je trouve assez, Mmh. assez bizarre et assez normal pour un défenseur central. Et puis là, voilà, je ne sais plus qui, c'est l'attaquant qui est rentré à la mi-temps, Bitiki, ouais. Bitiki, là. Voilà, ouais, qui nous a fait très très mal, lui. Et puis voilà, donc il va seul au but, mais là, on voit clairement que sans Johan, on a une défense centrale qui est très passive, hein. Je veux dire, Bergsma, il a d'autres qualités. Il est très bon à la relance. Des fois, il monte. Il joue des fois presque en 6. Alors ça c'est bien parce que ça rend la manœuvre beaucoup plus fluide. Mais par contre, c'est vrai qu'on sur l'homme, il est quand même assez léger. Et puis Bayrou là-haut, voilà, je veux pas tirer sur l'ambulance, mais déjà la saison dernière, il a fait une saison très 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 poussive. Et puis cette année, en fait, il repart sur les mêmes bases, quoi. Ça veut dire que sur l'homme, il est quand même léger. Il fait quand même d'un mètre 90. Il gagne pas beaucoup de duels de la tête. C'est vrai que pour un défenseur qui a son gabarit, je suis quand même assez surpris du nombre de duels qu'il perd, quoi. Et c'est sur cette action-là qu'on voit au fait à quel point Depito nous a manqué. Moi, j'ai déjà vraiment été surpris par, le fait pourquoi c'est Aïrou qui va jouer ce duel avec Simon Herap. Alors, je me suis dit peut-être que, Breza avait donné comme consigne à Epito: «C'est toi qui fais le marquage sur l'homme». C'est-à-dire que peu importe la zone dans lequel il va toucher la balle, c'est toi qui le suis, c'est toi qui va le gêner, c'est toi qui va essayer d'empêcher de jouer proprement le ballon de la tête, même si tu pars avec un déficit de taille et poste pour poste à la sortie, est-ce que Aïrou reçoit la même consigne? J'espère que c'est ça parce que sinon je vois pas de raison pourquoi c'est lui et pas Bergsma qui va jouer ce 1er duel. Parce que, enfin voilà, si lui, il va au duel, il laisse Seydoux sur le côté plutôt droite de la défense complètement isolé, donc ça peut provoquer un déséquilibre ensuite, côté gauche de l'attaque de ville, côté droit de notre défense. Alors après, ça c'est la première chose. Ensuite, techniquement, s'il perd le duel, Bergsma, il doit intervenir et là, en plus, il joue face à Omer Agic, hein. Il se retourne un peu à ce moment-là, si je me trompe pas. Donc, il doit communiquer avec Omer Agic, mais en même temps, là, Omer Agic, il n'est pas non plus dans la zone optimale. Donc, quand il voit que Bergsma, il se fait un peu abuser, eh ben, il doit sortir franchement et il sort pas franchement non plus. Et au moment où l'attaquant frappe, il est dans une zone où il sert à rien. Il sert à rien. Il bouge pas l'angle, il n'est pas directement au contact du joueur pour allonger la surface à lui pour diminuer les angles de frappe.
Donc voilà, un défenseur central qui va au marquage, on ne sait pas pourquoi, le deuxième défenseur central qui hésite, dans son intervention et qui laisse partir l'attaquant et ensuite le gardien qui sort, sans trop d'à-propos. Ben, Varane, dans le foot, quand on accumule les erreurs les erreurs défensives sur une même action, ça peut que mal se finir. Bah, effectivement, il y a eu 3 erreurs parce que tu as raison, de souligner que Domer Agic fait aussi, une erreur. C'est qu'au fait, Omer Agic ne joue absolument pas, au fait, assez haut. Voilà, je pense que c'est un gardien qui sur la ligne, il a des bonnes, qualités, mais sur les sorties, on l'a vu plusieurs fois, que ça soit des sorties, aériennes ou même, je dirais son positionnement, il est beaucoup trop bas et ça me surprend quand même pour un gardien, de sa taille et puis là, clairement, il joue trop bas, quoi. Donc c'est vrai que si on reprend, dans l'ordre, Aïroulaou qui perd son duel parce qu'il n'est pas assez agressif. Bergsma sur la seconde balle, comme on l'a dit, là, il doit clairement y aller franchement. Et là, on a l'impression qu'il se retire un peu. Enfin, je sais pas, il fait un mouvement qui est pas finalement un mouvement de vrai défenseur. Et puis un gardien qui peut pas au fait rattraper les 2 erreurs de ses centraux parce qu'il joue beaucoup trop bas. Et même quand il sort, il est beaucoup trop lent, quoi. Donc au fait, voilà, donc effectivement, c'est 3 erreurs au fait au cube, voilà, parce que c'est, 1 erreur au cube et au cube, au cube, au cube et puis voilà, puis finalement, ben, la catastrophe est faite, quoi. On se prend un but parce qu'effectivement, c'est un enchaînement, d'erreurs, sur 20 secondes et Ouais. puis, ben, forcément, ça amène un but, quoi. Ben, en fait, pendant que tu parlais, je me suis remis un petit peu la séquence sous les yeux et c'est vraiment après une mauvaise lecture du jeu entre Bergsma et Omer Agic. Parce que Bergsma, effectivement, il essaye de faire opposition avec son corps pour essayer de protéger la balle pour que Omer Agic ait le temps de sortir et Omer Agic, il sort pas et quand il voit, Bergsma que Omer Agic ne sort pas, il doit mettre la balle en corner. C'est une évidence. Quand il voit que l'attaquant, il arrive lancé, qu'il est plus rapide que lui et qu'il va perdre le duel, il doit tacler et mettre le ballon en corner. Alors après, c'est compliqué parce qu'il veut tacler le ballon, puis il peut tacler la jambe de Ville et puis c'est du joueur de Ville et puis c'est penalty. Mais c'est l'addition des choses et finalement, Meragic dans la voilà, il a pas assez d'à-propos dans sa sortie et puis, ça gâche. Si au moment où Rapp met de la tête et qu'il sort, il arrive sur le ballon et en plus, Omer Agic, il ralentit sa course. Il sort, mais en ralentissant sa course. Il aurait pu aussi sortir et continuer à accélérer pour essayer de boxer le ballon. Mais finalement, tu rajoutes aux erreurs le manque de communication finalement où, voilà, Bergsma, on voit, hein, il surveille la position du joueur et puis au final, voilà, l'attaquant, il arrive quand même à être le premier sur le ballon et à la mettre hors de portée du gardien qui est dans une zone absolument horrible et puis, une petite pichenette suffit, c'est 1-0 pour Ville et voilà, là, Varane, je pense que tu étais déjà en train de te dire: «Ouh là là, ça c'est en train vraiment de tourner au vinaigre ce match». Ouais, bah, clairement, bah, c'est typiquement le genre de match où, tu as plusieurs grosses, occasions. Et puis eux, vraiment, c'est leur première vraie, action. Alors ils ont eu une frappe un peu trop croisée, vers la 10e minute de jeu, mais sinon, on les avait, jamais vus, m'inquiéter, d'Omer Agic. Et puis, bah, clairement, bah, on va dire que c'est la synergie du match qui a complètement, en fait, changé. L'input, au fait, a complètement changé parce qu'on passe, d'un match qui aurait dû normalement être plié, 2-3-0 tranquillement et là, sur quasiment la première frappe, cadrée, bah, c'est au fait 1-0, ce qui fait que le match change, complètement. En plus, pour Ville, c'est vraiment du pain béni vu que c'est une équipe qui a de la peine à produire, du jeu, donc de plus jouer en contre avec ses longues balles, ben, évidemment, c'est un scénario qui correspond, ben, beaucoup mieux à leur plan de jeu et puis nous, ben, on se retrouve dans la mouise parce que, ben, voilà, ils vont encore plus mettre le bus et puis c'est exactement, ce qui s'est passé, même si, le coach a essayé de procéder à des changements et il a fait rentrer Koné et puis on est passé en 4-4-2.
Mais clairement, là, c'est le scénario catastrophe et c'est la pire chose qui pouvait, qui pouvait, nous arriver et malheureusement, bah, voilà, on se retrouve dans un match où on devrait, de mener, largement parce qu'on est largement, au-dessus. Mais, malheureusement, sur la première frappe cadrée, à cause d'un enchaînement d'erreurs et ben, on se retrouve, de Mmh. mener au score, quoi. Tu mentionnais, l'entrée de Coro Koné, hein, à la 72e. Il est entré en même temps que Jesse Autier et Jonathan Fontana. Alors Coro Koné, on l'a connu, plus heureux, on va dire, sur ses qualités de jeu de tête. À la 76e, ah bah, voilà, un très bon centre de Demassai, même si un peu profond, mais quand même un assez bon centre. Alors on a évoqué la sortie de Meragic, celle de Mouslia en l'occurrence, elle n'était pas plus à propos. Le gardien Singala qui ne sort pas vraiment, mais dans les jours où ça va pas, ben, il y a rien qui va et Koné n'arrive pas à redresser la balle. Mais c'était vraiment, voilà, c'est des occasions, que Koro Koné enfin, Koro Koné a mis des à mon avis, des coups de tête plus difficiles que celui-là dans sa longue et prolifique, carrière. Et puis, voilà, on a l'impression que Xamax rate Heu, l'opportunité. Si on revient à ce moment-là, il reste encore un quart d'heure et puis tout est possible et puis derrière, ben, voilà, enchaînement, nouveau long ballon. Alors c'est à l'époque, c'était enfin à l'époque, sur le premier but, c'était le latéral droite de Ville qui fait la longue balle. Là, ça part carrément du gardien Mouslia et puis, ben, de nouveau, le musée des horreurs, Varane. Un duel gagné par Simone Rapp, une tête, le ballon revient. Enfin, ça combine très bien du côté de Ville. Et puis ensuite, le numéro 10, heu, qui c'est déjà le numéro 10 de Ville qui reçoit le ballon? Hadji, ouais. Hadji, voilà, Hadji, et puis une bonne combinaison, une talonnade et puis, ensuite un petit ballon piqué de la part du numéro 23 qui était entrée, entre non de pardon du 22, c'est Bitiki, le buteur qui se transforme cette fois-ci en Ouais. passeur et puis comment Tim Staubli peut recevoir le ballon si isolé dans les 5 mètres Varane et puis surtout comment le seul joueur qui est potentiellement à son marquage à ce moment-là, c'est l'ailier droite Noah Strait. Mais où était la défense centrale sur ce but, Varane? Où était la défense centrale? Bah, Et de Léo nouveau, Seydoux hein, et Léo Seydoux sur le côté droite. Parce que ni les il y a aucun des défenseurs centraux et le latéral droite qui sont proches de pouvoir intervenir sur Staubli. Alors, ils sont où d'après toi si on reprend l'action? bah, disons qu'ils sont un peu aux fraises, quoi, mais je dirais que moi, je pense que le premier but nous a vraiment mis un sale coup sur la tête. Je pense que mentalement, on a aussi un peu décroché, à ce moment-là. Déjà qu'on était rentré en deuxième mi-temps un peu, mi-figue, demi-raisin, ben, là, disons que le but nous a vraiment mis un sale coup derrière la tête. Et puis simplement, c'est qu'au fait, Ville procédait avec ses longues balles pour créer soit des 3 contre 3 ou soit une supériorité numérique. Au fait, il cassait les lignes comme ça, hein, et puis là, ben, c'est ce que moi j'appelle ces, secondes balles. C'est là qu'on aurait dû être bon, c'est là qu'on aurait dû être, agressif. Et puis le problème avec, quand vous avez une équipe qui joue comme ça, le problème c'est que si vous commencez à perdre les duels, ça devient dangereux parce que justement ça crée des 3 contre 3 ou des 4 contre 3 et la clé, contre, une équipe qui joue, comme Ville avec des longues balles, c'est de gagner ces duels-là et d'être très bon sur les, secondes balles. Or, on a été très, très, très mauvais, dans ce secteur-là, une fois Yohan sorti et puis, ben, malheureusement, si vous gagnez pas ces duels-là, ça crée un déséquilibre derrière et puis derrière, on a été, beaucoup trop passif et puis c'est le problème aussi, ben, que certains de nos défenseurs ont, notamment Sédou qui est un joueur assez, intéressant quand il avance, mais quand il défend, souvent je trouve qu'il est passif. Et puis on a une défense centrale aussi, Bergsma, Bayrou qui est quand même, très, très, très passive. Et puis, voilà, la clé aurait été de gagner ces duels-là. Or, si vous les perdez, ben, après ça peut aller super vite. Et puis là, on a vu, hein, on va dire, 3-4 touches, ben, ils sont devant le but et puis, ça pardonne pas, quoi.
Oui, je pense le moment clé de cette action, en fait, c'est vraiment alors il y a le long ballon, ça part d'une longue balle, mais c'est le travail, du numéro 10. On l'a dit, hein, Hadji. Hadji, alors c'est sûr que les défenseurs centraux doivent être en opposition, mais au moment où ils voient qu'il a pas de solution et que le ballon revient vers l'arrière, ils sont où les 2 milieux axiaux pour s'opposer à lui, pour le contrer? Ils sont où pour lui bloquer des opportunités de passes intéressantes? Et là, en fait, Bitiki, il reçoit le ballon dans une position, il a personne autour de lui. Ni les défenseurs centraux, ni les milieux axiaux. Et puis lui, bah, il a déjà vu son coéquipier, qui fait l'appel, derrière et puis, il fait un bon ballon piqué et puis ensuite, finition impeccable, hein, contrôle sûr, il regarde bien Weomer Agic, il met le ballon hors de portée. Rien à dire. Alors sur on a assez dit Varane que Ville a été beaucoup passif, mais sur cette action, ils ont pas du tout été passifs et ils ont vraiment profité des largesses que notre défense leur ont offert. Donc, bah, de nouveau, on est peut-être moins sur des erreurs individuelles, mais on est sur une défense qui là, collectivement, a tout fait faux et puis c'est jamais Noah Strait, l'ailier droite, qui doit être le dernier défenseur au marquage sur Stauby, qui est un milieu de terrain. Enfin là, il doit y avoir Aïroulaoui, il doit y avoir Sedou dans cette zone, mais jamais lui et puis jamais tout seul comme ça donc c'est vraiment, c'est ouais, ouais, c'est très compliqué, de prendre des buts comme ça, c'est des buts que dans le foot pro on devrait pas, enfin, c'est facile à dire, hein, pour nous depuis le bord du terrain, c'est vrai. Mais c'est vraiment, des buts comme ça, on va dire, Varane, on en a pris beaucoup l'année passée, on aimerait en voir le moins souvent possible. Bah, c'est vrai que les 2 buts qu'on a pris aujourd'hui, c'était un peu un revival de la saison dernière où on est super passif, où les attaquants adverses rentrent comme dans du beurre. Le problème avait été quand même partiellement réglé, cette saison. Alors on prenait des buts, mais beaucoup moins et beaucoup moins de cette façon-là. Mais là, c'est vrai que, heu, on a été trop passif et pas assez, intransigeant et puis, à ce niveau-là, bah, tu le payes et puis surtout, on le dit et on le répète, mais c'est vraiment, je pense, ça a été la clé du match. Surtout, contre une équipe comme Ville, qui est vraiment une équipe qui fait de ces duels-là, de ces longues balles, bah, finalement son identité de jeu. Vous devez être absolument au top dans ce secteur-là. Et puis on a été beaucoup trop friable et puis beaucoup trop mou dans ce secteur-là pour vraiment espérer quelque chose. Et puis il va vraiment falloir qu'on resserre les boulons parce qu'il faut vraiment qu'on reparte parce qu'on a quand même pris un sacré coup sur la tête cet après-midi vu la physionomie du match. Mais il faut pas qu'on se laisse aller et ça c'est vraiment d'impératif. Ouais et puis, ben, à ce moment-là, au moment où Xamax prend le 2-0, Varane, on a l'impression que, voilà. Est-ce que ce match va se terminer à 2, 3 ou 4-0? Mais on avait vraiment l'impression que les carottes étaient cuites et que Xamax même ne marquerait pas et puis, bah, non, paradoxalement, notre buteur maison a soigné quand même ses statistiques, individuelles en réduisant le score à la 87e. Varane, on n'a pas l'habitude de dire ça, mais Xamax a marqué sur une occasion qui n'est sûrement pas dans le top 3 de ses meilleures occasions de la journée et peut-être même pas dans le top 5 des plus grosses occasions de la journée. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'effectivement, ça a été une action, c'était pas la plus évidente et la plus dangereuse. Donc c'est une longue balle d'Aïroulaou qui la transmet à Demassay, qui fait un contrôle un peu long. Balle qui revient sur Rottier. Finalement, elle revient sur Demassay et puis là, Demassay frappe à 20-25 mètres, frappe légèrement détournée, qui finit dans le petit filet. Donc effectivement, c'était une action un peu confuse avec des rebonds. Donc voilà, c'était pas l'action la plus jolie et la plus nette, mais ça finit au fond. Mais malheureusement, ça sera insuffisant.
Ouais, 100 des tirs qu'on prend pas ne finissent pas au fond, donc là, on va rien enlever à Demassai. Alors sa frappe, à mon avis, partait tout droit dans les bras de Muslera, mais Yannick Schmidtson a décidé autrement en faisant une petite déviation, suffisante, pour tromper son propre gardien. Voilà, il y a eu peut-être un peu d'énergie du désespoir, mais les dernières minutes, en fait, Varane, elles se sont surtout passées dans le camp de Xamax, hein. Il y a même pas eu de chaude alerte pour Muslera à la fin. Non, 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 c'est vrai que voilà, moi je pense que ça a été plus un but fortuit, qu'autre chose. C'était plus le fruit du hasard. On a balancé devant sans trop fait y croire. Il y a eu ces deux trois rebonds. Des Maasai en a profité, mais c'est vrai que je pense qu'on a pris un sale coup sur la tête avec ces 2 buts. Et puis c'est là qu'on voit que on est encore une équipe en construction et qui est encore très 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 friable. Parce que voilà, bah, il a suffi que on marque pas durant cette première période où on a plusieurs occasions. Il suffit que notre leader sorte et puis voilà, le match a complètement basculé. Et puis bah voilà, bah, c'est la preuve qu'on est encore une équipe, comme on dit, work in progress. Ouais. Alors on l'a mentionné, ben, la première mi-temps, voilà, il a manqué que la conclusion et puis voilà, ça peut arriver, où tu as des matchs un petit peu catastrophiques au niveau offensif, où tu cadres rien ou alors quand tu cadres, le gardien il est dessus et ce genre de match arrive, hein. Je veux dire, aucune équipe n'est à l'abri de ça. Ce qu'on regrette principalement, Varane, alors déjà, on va adresser nos meilleurs messages à Yoann Epito. Un bon rétablissement. On espère que pour lui, c'est pas trop grave et qu'on pourra le revoir, sur le terrain dans pas trop longtemps. Mais ce qu'on regrette, nous, Varane, c'est comment, en fait, le changement d'un seul homme peut déstabiliser tout le comportement défensif de l'équipe. On dit bien tout. C'est, voilà, le gardien, même si Omer Agic, bah, voilà, il avait pas eu beaucoup d'interventions à faire avant, d'encaisser, 2 fois, un but, enfin d'encaisser 2 buts. Mais, tout le comportement défensif s'en est vu affaibli et c'est vrai que sur une saison, eh bien, c'est un peu ce qu'un coach vise. C'est que même si on apporte 2 ou 3 modifications à son 11 de base, il y a pas tout qui s'écroule, surtout défensivement. Surtout défensivement. On peut des fois se dire offensivement, il y a des joueurs qui ont des qualités différentes, qui apportent plus de choses, mais pour le contingent défensif, finalement, peu importe qui est sur le terrain, l'équipe ne doit pas avoir un écart de niveau aussi important. Et là, c'est à ce stade-là, c'est pénalisant. Enfin, on a l'impression que Xamax est passé, d'une bonne défense de challenge, enfin d'une défense correcte en Challenge League à une très, très mauvaise défense en l'espace de quelques minutes avec la sortie d'un seul homme. Et pourtant, on peut pas dire que voilà, Bergsma et Epito ont fait tous les matchs ensemble, les 90 minutes jusque-là, et puis que c'est la première, le premier changement. Aïroulaou a eu aussi des matchs en tant que titulaire. La paire, elle a fonctionné, mais enfin, elle a déjà joué ensemble, mais on avait déjà souligné que ça fonctionnait pas très bien. Et là, c'est pas possible. Varane, à ce stade-là, on se tire une balle dans le pied si notre défense, elle change autant en sortant un seul homme. Oui, effectivement, mais tu sais, je pense que cette sortie a révélé quand même un manquement dans notre effectif. C'est, je pense que en termes de défenseurs centraux, on est beaucoup trop léger. Et à mon avis, c'est un poste qui est beaucoup trop d'important pour qu'il soit pris au fait Ouais, comme ça, avec légèreté. Alors, c'est peut-être mes origines italiennes hein, qui me font dire ça, mais voilà, moi je pense que la défense centrale, je te dirais que on va dire la colonne vertébrale d'une équipe, c'est le gardien, le défense centrale, le milieu, et puis d'un bon attaquant. Et puis je pense que derrière, Bergsma, qui est un très bon défenseur, mais comme on l'a dit, c'est plus un défenseur de construction. Euh, et au fait, il nous manque à côté, enfin, je dirais que sans Johan, il manque un autre défenseur qui est vraiment cette exubérance physique, ce que Bayrou Laou n'a pas et ce que Sidibé n'a pas. Or, je pense quand même que cet hiver, nos dirigeants seraient assez, je dirais, inspirés de quand même regarder un profil quand même proche, je dirais, assez semblable au fait euh, que Johan a, parce qu'on manque d'un défenseur exubérant, justement, qui soit
très physique, qui soit très bon dans les duels parce que je pense qu'en Challenge League, c'est vraiment, Mmh. indispensable d'avoir un voire plusieurs défenseurs qui ont ce profil-là et effectivement, on tout ne peut pas reposer sur Yohan parce que voilà, parce qu'il y a des blessures, parce qu'il y a des suspensions, parce qu'il y a des, méformes. Alors c'est très important d'avoir, quelqu'un qui relance bien comme, Bergsma, mais il faut aussi avoir ce qu'on appelle, des chiens de la casse, Mmh. en défense centrale et si on n'a pas Yohan et ben, on est vite court et la défense change, complètement et je pense que cet hiver, pour moi, il y a, un ajout qui devrait être fait dans ce secteur-là. Varane, il nous manque tout simplement un profil de stopper. Je veux dire, Bah, on c'est a ça. Aïroulaou est un libéro, Bergsma est un libéro, Sidibé, on ne l'a pas vu beaucoup à l'œuvre, mais je pense qu'il a plus les capacités les capacités d'un libéro que d'un stopper. Yoann Epito est un bon stopper, mais il est actuellement le seul stopper du contingent et quand tu le sors et que tu fais rentrer un libéro, et ben, ça amène de la confusion. De la confusion dans les rôles, mais aussi de la confusion par rapport aux compétences des défenseurs et enfin, je sais que les termes à l'ancienne, ça te parle bien aussi, mais voilà, quand on était plus jeune, le foot, les défenses centrales, parce qu'à l'époque, les défenses, à 3 Varam, quand on a grandi, ça n'existait pas ou très peu, hein. La défense, c'était 4. Eh bien, c'était, un stopper et un libéro. Ça fonctionnait comme ça, le grand Milan AC, c'était le libero Baresi et c'était Costa Curta, le stopper, enfin, c'est les profils de défense et c'est pour ça aussi que Bergsma et Epito, ça fonctionne parce qu'ils ont les 2. Enfin, Bergsma a ce profil de libero, Yoann Epito a ce profil de stopper et ils sont les 2 bons dans ce qu'ils font. Et forcément, on sort Exactement. un profil pour en faire rentrer un autre et ça va pas. Enfin, du coup, ça va pas et c'est là, si on vient à la construction de l'équipe, tu disais avant, eh bien, quand on veut doubler les postes, c'était un des objectifs, hein, de notre direction, cette année, c'était de doubler les postes. Eh bien, ça veut aussi dire doubler les profils. Avoir 4 défenseurs centraux, ça veut pas dire avoir 4 libéraux ou 3 libéraux et un stopper. Ça veut dire avoir 2 libéraux, 2 stoppers et puis peut-être d'avoir encore un cinquième e défenseur, soit un profil de jeune joueur qui vient seulement pour couvrir, s'il y a 3 des 4 potentiels des joueurs qui peuvent jouer qui sont pas là, ou alors, on essaye d'avoir un peu hybride, un joueur qui est capable de faire un peu des 2 et je dirais que le meilleur exemple, à l'échelon international, c'était Sergio Ramos. Sergio Ramos, il était capable d'évoluer comme libéro, mais il était surtout même reconnu en tant que stopper parce que je pense que quand on parle de chien de la case, comme tu aimes l'évoquer, Varam, eh bien, on pense tout de suite à Sergio Ramos. Je pense que c'est le meilleur exemple de chien de la casse avec un très haut niveau, Varam, hein. Oui, oui, bah, ça c'est clair, mais comme tu l'as très bien dit, une défense centrale, elle doit être complémentaire et puis, le constat qu'on peut faire quand même sur ces 5 6 années, de gestion, c'est qu'on a quand même l'impression que des fois, c'est pas des profils précis qui sont pris, mais c'est plutôt des occasions. Or là, effectivement, dans notre défense centrale et bien, on va dire dans l'effectif, bah, il y a au fait un déséquilibre et dans une défense centrale, quand vous jouez à 4, vous devez avoir, celui qui sort sur l'homme et celui qui reste en couverture. Voilà et Bergsma, c'est clairement un défenseur qui reste, sur la enfin qui couvre et au fait, Johan est, le défenseur qui sort. Or, une fois Johan sorti et bien, il y a plus personne qui sort sur, sur l'homme. Donc voilà, c'est malheureusement, c'est mal assorti dans les profils et puis typiquement, ben, sur un match comme, aujourd'hui, eh bien, on le paye. Mais voilà, mais ça, c'est des choix qui doivent être faits, ben, normalement durant l'été et c'est des choses qui doivent être, pondérées et réfléchies et puis des fois, plutôt que de réfléchir en termes d'occasion, faudrait peut-être plus se réfléchir sur, le profil.
Et si Yoann Epito est indisponible contre Yverdon, voire plusieurs matchs, eh bien, le problème se posera également au prochain match, on en est absolument convaincu. Et ça s'est vu lors des matchs où, Anthony Breza avait choisi de ne pas aligner Yoann Epito d'entrée de match, eh bien les problèmes se sont vus. Donc voilà, on espère se tromper, on espère qu'on arrivera, voilà, corriger ça dès le prochain match avec ou sans Yoann Epito, mais Varane, on est convaincu que c'est plus avec Yoann Epito que sans Yoann Epito qu'on corrigera ces problèmes défensifs. C'est clair, voilà, c'est comme on l'a dit, il a le profil qui nous manque, c'est l'âme de cette, défense-là et puis quand il est pas là, il manque quelque chose et effectivement, quand il est pas là, c'est une toute autre, défense, quoi. Ouais. Mais voilà, comme quoi parfois, ben, le recrutement, il a du sens et puis il donne aussi une cohérence, au reste de l'équipe. Ben, voilà, ça c'est encore un exemple et on n'a pas évoqué les postes offensifs, mais là on a évoqué surtout, enfin uniquement ces postes, ce poste défensif, l'axe de la défense. Donc voilà et on n'a même pas évoqué de dire, voilà, quel genre de latéral il faut à côté d'un stopper, quel genre de latéral il faut à côté d'un libéro. Donc voilà, ça, c'est des choses qu'on pourrait développer encore dans d'autres épisodes. Mais là, le déséquilibre, ben, il était évident, et il porte, voilà, j le nom au-delà des compétences montrées par le joueur, mais il y a déjà un problème de profil. Donc voilà, un match à oublier. On a quand même réussi à débriefer pratiquement 1 heure dessus, Varane. C'est qu'on avait quand même des choses à dire, mais c'était aussi un peu thérapeutique, je crois, hein, de pouvoir débriefer ce genre de match. Ouais, clairement, On clairement. espère que tu vas te coucher un petit peu plus calmé que tu n'as commencé cet épisode. Écoute, je l'espère, mais bon, j'ai quand même dû faire, 2-3, mandalas, j'ai dû boire, du thé vert et j'ai regardé un biopic sur le Dalaï Lama. Mais voilà, Tu as mis ça un peu d'encens, ouais. l'énervement voilà, mais l'énervement reste encore, palpable, on va dire ça comme ça. Et tout à fait, compréhensible. Ouais, on espère que ce sera un accident de parcours et que voilà, que Samax se remettra pour la suite, mais ça vient dans la rubrique suivante. Pas trop le temps de respirer pour les hommes d'Anthony Breza puisque c'est déjà dans 5 jours que, va se présenter Yverdon Sport du côté de la Maladière. Alors Varam, un duel, qu'on attend avec impatience. Alors on l'aurait encore attendu avec un peu plus d'impatience si on avait gagné, à Ville puisque ça nous aurait mené à hauteur exactement de nos voisins du bout du lac. Mais ce sont 2 équipes qui devraient, techniquement, normalement arriver le couteau entre les dents puisqu'elles ont toutes les 2 perdu, lors de la dernière journée et que Xamax on vient d'en parler. Mais Yverdon Sport a perdu à domicile contre un concurrent direct, Vaduz. Ils accusent désormais 4 points de retard sur, les Liechtensteinois et déjà 10 sur le FC Haro. Alors, je pense que Yverdon, ils vont arriver vraiment beaucoup plus le couteau entre les dents que nous, Varane, parce que pour eux, ben, victoire obligatoire, hein, sous peine de voir, déjà le train argovien partir très, très loin d'eux. Mais voilà, Xamax a aussi des choses à se faire pardonner et voilà, on espère qu'on aura un match avec 2 équipes qui vont jouer la gagne. Alors, disons que de leur côté, c'est sûr qu'eux, ils vont venir, très, très fort, hein, parce que, là, la situation commence à devenir quand même un petit peu préoccupante pour nos amis, du Nord vaudois. Parce que, je pense qu'avant le début de la saison, ils avaient, d'autres ambitions que celle-ci. C'est une équipe, voilà, qui joue clairement, la montée. Voilà, ils font un début de saison qui est assez, poussif. Alors on a expliqué, en long, et en large que, ils sont repartis, sur un tout nouveau projet, à 0 avec un nouvel entraîneur qui a un foot, merveilleux, mais qui est très exigeant et qui demande quand même, beaucoup de temps pour que les joueurs puissent, l'assimiler. Et puis avec cette, défaite lors de la confrontation directe, à domicile, sur un scénario aussi, assez plombant pour eux, hein, parce qu'ils sont menés, 3-1 je crois, ils reviennent à 3-3, en fin de match et puis finalement, Vaduz, passe l'épaule. Donc c'est clair
que pour eux, ben, ils ont plus le choix. Donc ça veut dire qu'ils vont venir très très fort et qu'un tout autre résultat qu'une victoire pour eux serait un échec. Donc ils vont venir très 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 fort. Donc ça sera à nous de leur rentrer dedans parce que nous, ben, clairement, on a aussi perdu des plumes ce week-end justement avec ce match rageant. Donc il va falloir directement d'entrée de jeu que on soit concentré parce qu'ils vont venir fort et voilà, c'est que je pense que pour eux, bah, ça sera la gagne ou rien parce que même avec un match nul, je pense que ça va pas leur servir à grand chose. Donc ils vont venir fort, mais voilà, ça sera à nous de leur tenir la dragée haute parce que si on devait ne pas bien rentrer dans le match, on pourrait aller au devant de mauvaises surprises parce que moi je les vois vraiment arriver fort. Ouais, ils sont, alors notre trend, elle est pas si mauvaise que ça finalement. Bon, eux, ils restent quand même sur, bah, cette défaite contre Vaduz et puis avant ça, eh bien, il y avait eu un match nul frustrant, du côté de Nyon pour eux, où ils s'étaient fait rejoindre aussi dans les dernières minutes. Donc voilà, on a envie de dire que Yverdon, ils ont déjà quelque part utilisé, 1 voire 2 jokers. On avait pensé que leur victoire, à Haro lors du dernier match du premier tour allait peut-être inverser la trend, mais il n'en est rien puisque, bah, les Argoviens continuent à carburer, depuis cette défaite-là. Ça les a pas du tout stoppés dans leur élan et puis, les Vaudois, ben, sont un peu à la peine. Alors Varam, on est quand même un peu déçu du jeu présenté par Yverdon Sport, hein. Alors tu l'as dit, le projet entre guillemets, proposé par, Adrian Urser, on le sait, met du temps à se mettre en place, hein. Ça avait pris quelque temps aussi à Carouge, et puis ça se voyait un peu moins parce que ça s'est fait, principalement, en Promotion League. Mais quand il est arrivé en Challenge League avec Carouge, il était déjà à la tête de l'équipe depuis 2 ans. Donc, elle a la tête de l'équipe, mais non seulement de l'équipe, mais aussi des hommes qui composaient pour la plupart cette équipe, hein. Un Carouge qui s'était assez peu renforcé, pour la Challenge League, mais qui avait quand même maintenu des belles prestations. Donc, voilà, mais en même temps, les dirigeants, tu l'as dit, ont l'ambition de remonter directement et puis ils auront pas 2 saisons avant de vouloir voir monter, Yverdon. Pour eux, finir, au dehors du top 2 serait vraiment un gros échec et puis on a eu ce sentiment, on a assisté pratiquement toute l'équipe de Xamcast au match aller, du côté du stade municipal. Yverdon l'avait emporté, mais on avait eu un sentiment un peu d'inachevé. On pense que Xamax aurait pu faire mieux sur ce match et puis c'est une équipe qui dégage pas une sérénité et une toute-puissance. On a l'impression moi j'ai vu d'autres bouts de match d'Yverdon, on a l'impression qu'ils sont pratiquement prenables à chaque match. Non, bah, effectivement, c'est vrai que le match aller, ben, ce qui avait pêché, ce qui avait fait finalement la grande différence entre eux et nous, bah, c'était oh tiens, quel heureux hasard, c'était évidemment la conclusion, parce qu'on a eu le même nombre d'occasions qu'eux, je dirais même plus en première demi-temps, à la seule différence que eux, ben, ils les ont mises au fond alors que nous pas. Mais pour revenir sur Yverdon, bah, c'est vrai que c'est une équipe qui a énormément changé, qui a changé beaucoup dans son effectif, mais aussi dans sa philosophie de jeu. Parce qu'il ne faut pas oublier que les deux entraîneurs, les deux derniers qu'ils ont eu avant Urcea, c'était quand même des entraîneurs on va dire qui privilégiaient quand même beaucoup le bus, hein. C'était beaucoup mettre le bus et puis repartir en contre. Alors que là, bah, c'est clairement un jeu de maîtrise et de possession. Et puis, bah, c'est compliqué de le faire déjà de base avec une équipe rodée, mais ça l'est encore plus quand vous avez une équipe complètement remaniée. Et puis, ben voilà, il y a forcément des grandes attentes aussi. Les gens s'attendent d'immédiatement à du foot champagne, mais ça prend du temps. Ça prend du temps parce que l'équipe a été changée, parce que c'est aussi difficile d'inculquer à des joueurs à qui pendant une année on leur a dit de mettre le bus, que maintenant bah, il faut avoir la balle, il faut dominer l'adversaire et puis ça prend du temps. Voilà, le foot relationnel de
position, bah, ça prend du temps. Donc voilà, Yverdon pour l'instant, bah, voilà, il y a beaucoup de matchs qu'ils ont gagnés, mais très souvent sur des exploits, individuels où, on va dire, ils ont fait beaucoup, de victoires un peu étriquées. Donc ils se sont beaucoup, pour l'instant, accrochés à leur talent, individuel parce qu'ils en ont, hein, entre Marquezano, Pache, enfin voilà, ils en ont plusieurs. Mais c'est vrai que collectivement, la mayonnaise, prend, bah, qu'à moitié, on va dire ça comme ça. Mais voilà, moi je suis quand même confiant et moi j'avais quand même prédit que Yverdon allait quand même, sortir de sa boîte, mais plutôt à partir de Noël, enfin voilà, pour la deuxième partie. Mais là, c'est vrai qu'ils sont prenables, mais quand même attention. Parce que Yverdon sera une équipe blessée, et puis comme tu l'as dit, qui a au fait usé tous ses jokers, et puis un animal blessé, c'est là qu'il est dangereux. Donc si nous, on rentre pas bien dans le match, je serais pas surpris qu'ils nous mettent un ou deux buts dans la première demi-heure si on devait pas rentrer bien dans le match. Avec un bon mindset parce que là vraiment ils ont plus le choix et si on se met pas ça dans la tête, je pense que on va avoir une mauvaise surprise. Donc il va vraiment falloir que nous on rentre directement bien dans le match. Parce que ce qui serait intéressant, c'est qu'effectivement, c'est qu'on rentre bien dans le match et qu'on marque rapidement parce qu'il faudrait les faire redouter assez vite dans le match. Et si on y arrive, ça pourrait devenir intéressant parce que là, justement, il serait plus en mode guerre, mais il serait plutôt en mode panique. Et je pense que ça serait assez judicieux qu'on le rentre dedans rapidement. Et si on peut marquer rapidement, ça peut être hyper intéressant pour nous. Oui et puis on sera peut-être bien inspiré d'aller mettre un peu la pression sur le jeu au pied de Kevin Martin. Parce que, ben, voilà, il accumule déjà un peu les bourdes, hein, au jeu au pied quand même cette année le gardien yverdonnois. Donc voilà, j'ai vu un peu je m'amuse souvent à aller sur les réseaux, de nos adversaires avant, après les matchs et c'est vrai que ça commence de plus en plus à dire: «Mais pourquoi pas faire jouer la concurrence? Pourquoi pas titulariser Simon Hensler?» qui a été recruté, comme, numéro 1 et demi, hein, on va dire quand il y a eu cette annonce, on s'est dit: «Voilà, là, c'est une vraie concurrence entre Hensler et Martin». Donc voilà, à voir si, Adrian Urcea va continuer à faire confiance à Kevin Martin ou s'il va donner sa chance à Simon Hensler qui n'a plus rien à prouver en Challenge League 1 entre ses années à Haro, puis, du côté de Schaffhouse et Bellinzone, il a prouvé qu'il était un très bon enfin un bon gardien de Challenge League et puis, et voilà, donc un match très important, mais vraiment on n'est pas très confiant, quand on reçoit des adversaires blessés, enfin quand on joue des adversaires blessés, que ce soit sur leur terrain ou à la Maladière, c'est pas dans ce genre de match qu'on a excellé depuis 6 ans. Non, parce que malheureusement, ce qui fait la différence dans ce genre de match, c'est qu'il faut avoir faim, il faut avoir plus faim que l'autre, il faut avoir envie de se faire mal, il faut se battre, il faut vraiment de mouiller la chemise. Et c'est vrai que on a été, déficitaire, malheureusement, dans cet esprit-là. Et voilà, c'est qu'au fait, il faut d'en vouloir plus qu'eux. Mais moi, je suis sûr que si on rentre bien dans le match, que si on marque rapidement, ils vont paniquer et puis ils vont douter. Mais par contre, il va vraiment falloir qu'on se fasse mal et puis qu'on se mette en mode guerre. Et c'est ce qu'on a souvent de la peine à faire. Mais là, il faut vraiment le faire. Parce que eux, ben voilà, ils ont cette énergie du désespoir, même si la saison est longue. Mais s'ils devaient arriver à presque 15 points d'Arau, admettons que Vaduz gagne aussi, enfin, ils pourraient vite être à 7 points aussi de la place de barragiste. Donc voilà, donc il y a l'eau qui commence à monter, donc ils sentent une certaine pression. Donc c'est à nous vraiment de faire un gros match et puis de faire un match d'homme et puis un match de pirate comme je l'avais dit il y a quelques semaines. Mais là, c'est le match rêvé pour montrer que on a grandi et qu'on est un peu plus mature qu'avant. Voilà, mais c'est vrai qu'on a été souvent déficitaire dans ce secteur-là, mais le match contre Yverdon, au-delà de l'aspect tactique,
technique, il va vraiment falloir faire un match d'homme et puis physiquement et surtout d'un point de vue, mental, être là et puis, d'en vouloir plus. Parce que, si on les bat, je crois même qu'on les dépasse au classement, je crois. Bon, on est à égalité, on serait à égalité de points et puis, Voilà. actuellement, ils ont un goal average qui est nettement favorable à nous. Donc non, il faudrait qu'on les batte par 4 buts d'écart pour passer Ouais, voilà. devant Mais au classement. Non, pas pardon, mais on passerait, par 3 buts d'écart. Ouais, je suis même pas sûr que ça suffirait 3 buts. Non, non, ce serait bien plus 4 qu'on devrait leur mettre. Voilà, ça serait anecdotique, Varane, mais j'ai envie de dire, on doit aussi, sur ce genre de match, dépasser le discours présidentiel qui dit que, voilà, on a perdu contre Yverdon et Haro, il y a pas de honte à perdre contre ces équipes. Alors, c'est pas en termes de honte que ça se mesure, mais on veut une équipe qui a la hargne de la défaite, qui a la haine de la défaite, que ce soit contre Bellinzone, Haro ou Yverdon. On veut une équipe qui n'aime pas perdre et qui donne tout sur le terrain. Après, on peut perdre parce que l'adversaire a mieux joué que nous, mais on ne doit pas arriver la peur au ventre et puis se dire: «Oh, de toute façon, si on perd, c'est pas grave, c'est Yverdon, ils ont un plus gros budget, ils veulent monter en Super League, pas nous». Donc non, ça, on veut pas. Clairement, on veut pas. oui. Oui, bah, c'est clair parce que, d'autant plus que, je dirais que le match contre Arao qu'on perd là-bas, on a perdu le match, je pense, avant de le jouer parce que le coach, a voulu jouer, dans miroir en 5-3-2 avec 5 défenseurs, être prudent et il s'est complètement dénaturé et puis finalement ça a été un non-match parce qu'on s'est dit: «Ah mais c'est au fait Arao, ils sont trop forts». Contre Yverdon, je pense aussi qu'on a fait un mauvais début de match, là-bas, aussi à cause, d'effectivement de cette espèce de crainte un peu mentale de se dire: «Ah mais c'est quand même, Yverdon en fait en face». Mais comme tu l'as bien dit, c'est que peu importe, l'adversaire en face, on peut prendre des points, que ça soit, Rapperswil, Yverdon, Bara ou ou bien, Nyon. Enfin voilà, c'est que peu importe qui on a au fait en face, on est en Challenge League, c'est des équipes qui jouent au même palier que nous. Il y a pas de raison qu'on puisse pas, avoir cette ambition de prendre 3 points, que ça soit, Wara ou bien, Rapperswil ou même, Bellinzone. Contre chaque équipe, on doit gagner et c'est vrai que jusqu'à maintenant, les équipes, mieux cotées que nous, on a eu un peu, une espèce de crainte, une espèce de peur et là maintenant il faut qu'on lâche les chevaux parce que je suis convaincu que si on le fait, on peut prendre trois points clairement. Surtout contre une équipe qui doute. Si on arrive, à les mettre dans leurs petits souliers, à marquer, d'entrée, ça va être compliqué pour eux et je suis sûr qu'on peut prendre 3 points. Mais il va falloir, rentrer, dans le match vraiment, tambour battant et puis surtout de pas partir, vaincu d'avance parce que comme tu l'as bien dit, trop, trop, trop souvent, on est parti, presque défait, quoi. Et ça va pas et quand on est un professionnel, quand on est un compétiteur, on peut pas se permettre d'avoir un état d'esprit, comme ça, quoi. Très clairement. Voilà, réponse dans moins de 5 jours, hein. Le match se terminera à peu près, à ce moment-là, au moment où nous on enregistre. Donc voilà, on espère que nos prédictions se s'avéreront justes. Voilà, on arrive à la conclusion. Voilà, l'équipe de Xamcast était bien occupée pendant ce week-end. Il y a eu le match qui s'est joué le dimanche, donc on n'a pas eu l'occasion de vous proposer une autre rubrique, mais on a quand même, on en a profité pour développer certains points, Varam. Donc voilà. On reviendra probablement avec une rubrique la semaine prochaine, ne vous inquiétez pas. Et puis, bah, comme d'habitude, merci à vous tous pour l'écoute et voilà, on se réjouit de vous retrouver la semaine prochaine. Varam, merci à toi pour ce petit épisode en duo et puis à la semaine prochaine. Bye bye. Bye bye.